Donc la fois précédente, nous avions présenté les variables aléatoires en toute généralité, donné leurs principales propriétés, caractéristiques. Qu'est-ce que c'est que la loi d'une variable aléatoire? Qu'est-ce que c'est que l'espérance? Qu'est-ce que c'est que la variance? On va aujourd'hui reprendre ces notions, mais appliquer cette fois-ci à une petite série de lois qui sont les lois les plus utiles que vous rencontrerez le plus souvent dans les exercices et dans les situations qui font appel aux probabilités que vous croiserez par la suite. Je commence par la loi de Bernoulli, qui est la moins intéressante de toutes, mais qui sert à introduire la suivante, dont je parlerai juste après. Donc la loi de Bernoulli, c'est la variable aléatoire qui correspond à une épreuve de Bernoulli. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit juste d'avoir une expérience aléatoire qui a deux issues possibles, le succès et l'échec, avec des probabilités de succès P et d'échec 1 moins P, on peut aussi noter Q égale 1 moins P. On définit la variable x qui vaut 1 en cas de succès, 0 en cas d'échec. Donc la loi de la variable x, c'est quoi? C'est lister les valeurs qu'elle peut prendre, 0, 1, et les probabilités associées, P et 1 moins P. Ça, c'est une loi de Bernoulli, paramètre P. On peut calculer rapidement son espérance. C'est la moyenne des valeurs qu'on peut obtenir, 0, 1, pondérée par les probabilités d'obtenir cette valeur, P de x égale 0, P de x égale 1, ce qui va nous donner 1 moins P fois 0, plus P fois 1, 0 plus P, ça donne P. Et la variance de la loi de Bernoulli, on va utiliser cette formule-là pour la calculer. L'espérance de x au carré moins l'espérance de x qu'on vient de calculer élevée au carré. Et ça se fait très vite parce que x au carré, c'est x dans le cas d'une loi de Bernoulli, d'une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli. Que vous preniez 1 et 0 ou 1 au carré et 0 au carré, c'est exactement la même variable. Donc l'espérance de x au carré, on a déjà calculé en fait, c'est P. L'espérance de x élevé au carré, c'est P au carré. P fois 1 moins P, si on met P en facteur. Donc ça nous donne la variance. Plus intéressante, la loi binomiale. La loi binomiale, c'est la répétition des preuves de Bernoulli. C'est-à-dire, on parle dans ce cas de schéma de Bernoulli. On répète n fois des épreuves de Bernoulli, identiques, indépendantes. Donc on a toujours les mêmes probabilités de succès et d'échec à chaque fois. On répète ça n fois. Et on définit une variable qui compte le nombre de succès au total. On dit que cette variable suit une loi binomiale de paramètres n et p. La loi de cette variable, ça va être la description pour toutes les valeurs possibles qu'elle prend, des probabilités associées. Quelle valeur peut prendre la variable x? Le nombre de succès, si on fait n expériences, il peut varier de 0 à n. Donc ça fait n plus une possibilité. Et on doit calculer la probabilité d'avoir exactement k succès pour tout k entre 0 et n. La formule est là, le résultat est là. Il suffit de le connaître. J'explique en deux mots comment le démontrer. Il faut imaginer que si on veut avoir exactement k succès, il y a deux choses à choisir. D'abord, à quel moment dans la série de n épreuves vous allez avoir un succès? Il faut donc choisir parmi n positions, parmi n épreuves, les k qui vont donner un succès, et forcément les n-k qui sont un échec sont automatiquement déterminés. Donc ça donne k parmi n possibilités. Et pour chaque ensuite succession, vous avez choisi un succès, un échec, etc. Vous avez choisi les positions des succès et des échecs. Vous comptez les probabilités de succès, autant de fois qu'il y a de succès, K, et d'échec, autant de fois qu'il y a d'échec, n-k échec, Q puissance n-k. Cette démonstration peut aussi se visualiser à travers un arbre. Il faut imaginer un arbre avec une succession de n embranchements, et on est en train ici, la formule P puissance K, Q puissance n-k, de compter la probabilité d'une branche donnée qui contient K succès, et on multiplie cette valeur-là par le nombre de branches correspondantes pour avoir la probabilité d'avoir exactement K succès. Donc cette formule, je viens de la démontrer. Vous avez le droit bien sûr de reposer la question en TD, mais dans tous les cas, même si la démonstration vous semble compliquée, et même surtout si elle vous semble compliquée et que vous ne vous sentez pas capable de la refaire à chaque fois, vous apprenez la formule, parce que cette formule servira très très souvent dans les exercices. Deux formules que je ne démontre pas, justement parce que la démonstration est assez longue et qu'il n'est pas question de la refaire à chaque fois. Elle a été faite en TD dans un cas très simple d'une loi binomiale
avec n égale 2 et p égale 0,1, l'exercice sur les interrupteurs défectueux ou pas. Dans le cas général, on ne fait pas la démonstration, on retient la formule. En moyenne, si vous avez n expériences et une probabilité p de succès à chaque fois, en moyenne, vous allez avoir un succès np fois. Enfin, vous allez avoir np succès en moyenne. La variance, ça sera np fois 1 moins p. Donc un exemple tout simple, je passe un concours, je sais qu'il y a 5% de chances d'être admis, et on s'intéresse à ce qui va se produire sur un échantillon de 40 candidats. Quelle est l'espérance et la variance du nombre d'admis? Donc c'est une loi binomiale parce que pour chacun des 40 candidats, vous allez tirer au sort avec une probabilité 5% de succès, est-ce qu'il réussit le concours, est-ce qu'il le rate, et ensuite faire la somme du nombre de ses succès. L'espérance c'est combien? 2. En moyenne, vous avez 5% de chance de succès, mais vous essayez 40 fois, 40 personnes essaient successivement, donc en moyenne, il y en a 2 qui vont réussir. Ça correspond à l'espérance. Et la variance vaut 1,90 selon cette formule, c'est l'espérance fois 0,95, donc 2 fois 0,95, 1,90. L'écart type, c'est la racine de la variance, qui vaut 1,38. Voilà. Donc, deuxième exemple, le nombre de résultats face, si on lance 10 lancers pour une pièce équilibrée, on peut avoir entre 0 et 10 fois le résultat face. On peut représenter sur un graphique le nombre de fois, la probabilité d'obtenir 0 succès, quasiment nul, pas nul mais quasiment nul, et d'obtenir 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc on représente comme ça la loi de la variable, la loi binomiale, donc de paramètres 10 et 1,5, une chance sur 2 de succès, et on répète ça 10 fois. La fonction de répartition associée, on se servira moins que de la distribution des valeurs qui est présentée ici. Deuxième situation, c'est la loi de Poisson. Alors là, il y a une démonstration que je réenregistrerai dans une deuxième vidéo indépendante qui en fait ne sera intéressante et utile que pour ceux d'entre vous qui souhaitent par la suite faire des études de physique un peu plus théoriques. Donc cette démonstration-là sera présente sur une deuxième vidéo. Je la passe pour arriver simplement à la définition de la loi de Poisson. La démonstration précédente démontre cette formule. Donc là, c'est posé comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'une loi de Poisson? C'est une loi qui est une loi discrète infinie. On peut obtenir tous les nombres entiers positifs possibles entre 0 et l'infini. Donc sans limitation, la probabilité ne sera jamais nulle. Et la probabilité que la variable donne la valeur k vaut ceci pour n'importe quel k entier positif. Un certain paramètre lambda, c'est un lambda majuscule puissance k sur k factoriel, fois exponentielle de moins lambda. Donc encore une fois, cette formule, dans ce cours, est posée comme ça. C'est ça qu'on appelle une loi de Poisson. Les situations dans lesquelles elle intervient sont résumées par ce qui est écrit au-dessus. C'est une loi qui va bien modéliser les événements rares, des événements indépendants l'un de l'autre, qui sont non simultanés. Deux événements ne peuvent pas se produire en même temps, et dont le nombre moyen d'événements sur une unité de temps est connu. Donc c'est typiquement l'exemple de la désintégration radioactive qui est montré dans les transparents précédents. Donc la loi de Poisson, voici la description de la loi, on donne chacune des probabilités possibles. On vérifie, ça sera fait en semestre 4 pour ceux qui suivront le module complémentaire de mathématiques, que la somme de ces probabilités vaut 1, la somme infinie, la série correspondante à ces probabilités vaut 1. On vérifie et on admet dans le cadre de ce cours de probabilité que l'espérance vaut lambda et que la variance vaut lambda aussi. Ça c'est à retenir, une loi de Poisson, l'espérance et la variance sont égales. Si on représente les valeurs pour un paramètre, par exemple le paramètre 3, on obtient ce genre de courbe. Remarquez que ce n'est pas symétrique. Avant 0, les probabilités sont nulles. Pour 0 et les valeurs suivantes, ce n'est pas nul. On a quand même une accumulation des valeurs autour, en particulier du paramètre. 3, c'est la probabilité maximale. Et par la suite, les probabilités ne s'annulent jamais, même si au bout d'un moment, elles deviennent extrêmement faibles. Au bout d'un moment, assez rapidement arrivé, les probabilités deviennent extrêmement faibles. Donc voilà la loi de Poisson. Vous n'aurez pas à l'utiliser directement, cette loi de Poisson, dans les exercices. Elle nous servira dans le cadre de ce cours que pour approcher d'autres lois. Je parlerai de ça à la fin.
Donc je donne juste quand même un exemple de situation qui peut correspondre à l'utilisation d'une loi de Poisson. Vous avez un standard téléphonique qui reçoit en moyenne 10 appels par heure. On suppose que les autres paramètres, les autres propriétés sont vérifiées, les appels ne sont jamais simultanés, ils sont indépendants les uns des autres, c'est pas parce qu'une personne a appelé qu'une autre personne va appeler plus vite ou moins vite. Voilà. Comment est-ce qu'on utilise la loi de Poisson dans ce cas? Donc ici la loi de Poisson de paramètres. Quels paramètres? Alors ça dépend de la question. Dans la question, vous avez toujours un intervalle de temps qui est donné en référence. Et le paramètre à choisir, c'est le nombre moyen d'événements sur cet intervalle de temps. Si on vous dit que vous avez en moyenne 10 appels par heure, quelle est la probabilité pour qu'en une heure, il y ait 2 appels? C'est la formule P de x égale 2 avec le paramètre lambda égale 10. Donc lambda au carré sur 2 factoriels fois exponentielle moins 10. Voilà le calcul. Si on vous parle d'une probabilité pour qu'en 5 minutes, il y ait exactement 3 appels, vous allez prendre le paramètre. 5 minutes, c'est par rapport à une heure, combien de fois moins? Donc vous avez le paramètre lambda qui correspond au nombre moyen d'appels par 5 minutes. Si vous avez en moyenne 10 appels par heure, en 5 minutes, vous avez en moyenne combien d'appels? 5 sixièmes. 5 fois 10 sur 60. Vous voulez la probabilité d'avoir 3 appels, P de x égale 3 pour la loi de Poisson de paramètre 5 sixièmes, cette formule qui donne cette probabilité. Probabilité pour qu'en 15 minutes, il y ait au moins 2 appels, cette fois-ci on parle d'une durée de temps de 15 minutes. Si vous avez 10 appels par heure en moyenne, vous en aurez 4 fois moins en 15 minutes, donc 10 sur 4, c'est-à-dire 5 demi. On va prendre le paramètre 5 demi. Probabilité d'avoir au moins 2 appels, donc ici évidemment on va plutôt utiliser l'événement contraire. C'est 1 moins la probabilité d'avoir strictement moins de 2 appels. Donc c'est 1 moins P de x égale 0 moins P de x égale 1. 1 moins la formule avec le paramètre 5 demi et k égale 0. Formule avec le paramètre 5 demi et k égale 1. Voilà le résultat. Dernier exemple, on revient sur le paramètre lambda égale 10 parce que l'énoncé nous parle d'une heure. Quelle est la probabilité d'avoir au plus 8 appels en une heure? Alors, dit comme ça, au plus 8 appels en une heure, vous avez le choix entre faire la somme des probabilités d'obtenir 0 appel, 1 appel, 2 appels, etc. jusqu'à 8 appels et faire la somme, ce qui fait quand même 9 termes à additionner, ou pire, l'événement contraire, ça vous fait une infinité de termes à additionner. 9, plus 10, plus 11, plus 12, jusqu'à l'infini. Mais en fait, on peut faire beaucoup mieux, sans calcul, parce que cette loi de Poisson, je vais donner des formules pour calculer la probabilité d'obtenir exactement K comme résultat. Mais si vous voulez faire des cumuls, la probabilité d'obtenir un nombre une valeur pour la variable inférieure ou égale à K, vous avez une table qu'on va vous distribuer au prochain TD. Pour la loi de Poisson de paramètre 10, voilà la table que vous aurez à disposition en TD et le jour du partiel. Et cette table-là est à comprendre. Vous avez un tableau par valeur de lambda. Donc on n'a qu'un petit nombre de valeurs de lambda qui vous sont données. Pour les autres, il faudra soit demander une table plus importante, soit tout simplement faire ça avec une calculatrice ou un ordinateur le jour où vous serez en situation professionnelle. Pour ce qui est des TD et des DS vous concernant cette année, on se débrouillera pour que les valeurs de lambda qui soient à utiliser correspondent aux valeurs dont on vous a fourni les tables. Donc ici, j'ai la loi de Poisson de paramètre 10. Si je veux calculer la probabilité d'avoir exactement 2 appels, ou 5 appels, ou 8 appels en une heure, je peux regarder la première colonne et je retrouve les valeurs données par la formule précédemment utilisée. Si je veux la probabilité d'avoir au plus 8 appels en une heure, j'ai directement sur la deuxième colonne les cumuls qui sont calculés. Cette valeur-là, elle correspond à ça, plus ça, plus ça, plus ça, jusqu'en haut. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas à faire les calculs vous-même, vous les lisez directement dans la table. Donc voilà la loi de Poisson et la manière dont on l'utilise, par la formule directe ou par la table pour les probabilités d'obtenir exactement K comme résultat. Et là, il n'y a plus tellement à hésiter, vous prenez la table si on vous demande des cumuls. Troisième exemple, celle-là, j'en parle en 2 mots pour vous dire que vous la connaissez déjà parce que vous l'avez croisée en métrologie. Et on ne s'en servira pas cette année. C'est un exemple de loi continue, c'est le plus simple des exemples de loi continue que vous connaissiez, la loi uniforme sur 0,1. C'est-à-dire qu'en tirant un nombre au hasard entre 0 et 1, en s'autorisant tous les nombres réels entre 0 et 1,
sans en privilégier aucun, et par contre en s'interdisant d'avoir des nombres strictement plus petits que 0 ou strictement plus grands que 1. Donc dans ce cas, on a dit rapidement qu'on remplace les probabilités par une fonction densité. La fonction densité ici, la valeur de cette fonction par exemple en 0,5, c'est, qui vaut 1, c'est la probabilité, plutôt, la valeur 1 est à multiplier par dx, f de x fois dx, c'est la probabilité d'avoir un nombre compris entre 0,5 par exemple et 0,5 plus dx sur un petit intervalle. Ça, là encore, c'est des choses sur lesquelles on ne va pas insister cette année. Je me contente de vous donner l'exemple et de vous donner la fonction densité, la fonction de répartition qui est une primitive de la fonction densité et les valeurs d'espérance et de variance. Et cette valeur-là vous rappelle probablement quelque chose, le fameux demi-graduation sur racine de 3 qui intervient quand vous faites des calculs d'incertitude sur des mesures avec par exemple un double décimètre. Donc, ces deux transparents ne sont pas à connaître pour le cours de probabilité, mais vous les croiserez sans doute en métrologie dans le cours de ce semestre. Et par contre, la loi qui va nous servir en permanence, c'est un deuxième exemple de loi continue, la loi normale. Alors, vous la connaissez déjà, là encore, vous l'avez déjà croisée un petit peu au lycée, un petit peu plus encore en métrologie au semestre 1. C'est une loi qui intervient de manière empirique, c'est-à-dire sans qu'on puisse vraiment prouver qu'elle apparaît, on constate sur des exemples, et on en reparlera en statistique de ce phénomène, dès qu'on a des répartitions de mesures, et qui intervient en tant que loi limite pour d'autres lois. Alors, comment on définit cette loi normale? On donne sa fonction de répartition, par la formule qui est là-haut. Du coup, si on veut calculer la probabilité qu'une variable qui suit une loi normale nous donne une valeur plus petite que x, on fait l'intégrale entre moins l'infini et x de la fonction densité, ce qui donne cette intégrale. La bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez jamais à calculer ça. La fonction densité et la fonction de répartition, vous n'aurez jamais à les calculer directement, pour la bonne raison, c'est que cette intégrale ne se calcule pas de manière exacte. Le calcul a été fait de manière approchée et sera présent dans une table qu'on va utiliser juste après. Donc, ce qui précède, vous n'aurez jamais vraiment à l'utiliser. Ce que vous devez par contre retenir, c'est qu'une loi normale de paramètres mu et sigma carré, puisque j'ai au départ dans la fonction densité inclus deux paramètres, paramètre mu et un paramètre sigma carré. Ces paramètres ne sont pas n'importe quoi. Mu, c'est l'espérance et sigma carré, c'est la variance. À retenir, la loi normale de paramètres mu et sigma carré, c'est une loi donc, avec laquelle on peut calculer des probabilités grâce à une table qu'on verra après, qui a une espérance qui correspond à son premier paramètre et une variance qui correspond à son deuxième paramètre. Voilà une représentation de sa fonction densité, la fameuse courbe en cloche que vous connaissez, et de sa fonction de répartition. Ça, c'est une primitive de ça. La valeur de cette fonction en un point, c'est l'aire situé sous la courbe entre moins l'infini et le point en question. La valeur ici en 1, c'est l'aire comprise entre, en moins 1, pardon, c'est l'aire comprise entre moins l'infini et moins 1. Donc c'est l'aire située ici jusqu'à moins l'infini. Encore, je pense que vous connaissez ça, l'effet des paramètres mu et sigma. Mu, c'est l'espérance. Donc, si la valeur de mu vaut 0, vous avez une courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Si la valeur de mu vaut moins 2, vous décalez tout de moins 2. Si la valeur de mu vaut 5,5, vous décalez tout de 2,5. La valeur de mu, c'est juste un décalage de votre cloche. La valeur de sigma représente le fait que la cloche soit pointue ou pas, que les valeurs soient réparties vraiment autour de la moyenne, si sigma est petit, et si sigma est grand, comme ici pour la courbe verte, sigma égale 2, les valeurs sont plus étalées. C'est logique, sigma c'est un écart type, sigma carré c'est une variance, donc si l'écart type est petit, les valeurs sont plutôt autour de la moyenne, si l'écart type est grand, les valeurs peuvent être au contraire réparties de manière assez étalée autour de la moyenne. Alors donc pour la table de la loi normale, vous disposez d'une table, vous l'aurez encore dans les TD et le jour des DS, qui est une table utilisable, alors attention, uniquement pour la loi normale centrée réduite. C'est quoi la loi normale centrée réduite? Je reviens ici, c'est la loi, on a déjà dit ce que c'était qu'une loi centrée, la moyenne vaut 0, l'espérance vaut 0,
est réduite. La variance ou l'écart type vaut 1. Donc pour la loi normale centrée réduite, vous avez cette table. Il faut comprendre ça comme je veux la probabilité que ma loi normale centrée réduite, que je note z, prenne une valeur plus petite qu'un nombre entre 0 et 4. Probabilité que z donne une valeur plus petite que 2,5. Vous cherchez 2,5 et vous lisez la valeur. 2,51, vous prenez 2,5 et vous allez rajouter le 0,01 sur la colonne d'à côté. 99,4% de chance. Probabilité que z soit plus petit que 1,75, 1,7, 0,05 c'est là, et vous avez la valeur 0,95, 99, 95,99%. Ça évite de calculer des intégrales, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vos calculatrices, certaines de vos calculatrices, les plus évoluées, permettent de faire ces calculs sans la table. On ne vous apprendra pas à vous servir de vos calculatrices. En TD, on apprendra à servir de la table, mais si le jour du partiel ou pendant les TD, vous avez appris vous-même à faire ça à la machine, on n'y voit aucun inconvénient. Mais cela dit, les explications qui sont là seront quand même utiles. Comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas une loi normale centrée réduite dans l'énoncé? Parce que c'est quand même rare qu'une situation vous fasse tomber directement sur une loi normale centrée réduite. Alors, vous commencez par passer de la variable x à la variable centrée réduite. Donc, je reprends. Vous avez une variable aléatoire x, on vous dit elle suit une loi normale de paramètres mu et sigma carré. Cette variable x, si vous lui enlevez son espérance mu, ça donne une loi d'espérance nulle. X moins mu est une variable centrée. Si vous divisez une variable aléatoire par son écart type, vous obtenez une variable aléatoire qui a une variance ou un écart type qui vaut 1. Donc x moins mu sur sigma, c'est une variable aléatoire qu'on va noter z, qui suit une loi normale centrée réduite. Et du coup, pour calculer des probabilités, tout le jeu, ça va être de se ramener de x à z. Je veux calculer la probabilité que x soit plus petit que b. Je veux passer de x à z, donc j'enlève mu, je divise par sigma. La probabilité que x est plus petit que b, c'est la probabilité que z soit plus petit que b moins mu sur sigma. Puisque j'ai enlevé mu, j'ai divisé par sigma des deux côtés de l'inégalité. Et les probabilités que z soit plus petit que ce nouveau nombre-là, b moins mu sur sigma, on va noter petit z, on les lit dans la table. Exemple. Je prends x qui suit une loi normale de paramètres 1 et 4. Donc attention, sigma c'est 2. 4 c'est la variance, sigma carré, donc sigma c'est 2. La probabilité que x soit plus petit que 3, on enlève l'espérance, on divise par l'écart type. Donc ça fait z, loi normale centrée réduite, plus petit que 3 moins 1 sur 2, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Quelle est la valeur correspondante? On la lit dans la table. Je reviens ici. Plus petit que 1, 1,00, 84,13%. Donc P de Z plus petit que 1, c'est la même chose que P de X plus petit que 3, c'est 84,13%. P de X plus grand que 2. On commence par faire l'appareil, on se ramène à la loi normale centrée réduite. Des deux côtés de l'inégalité, vous enlevez l'espérance, vous divisez par l'écart type, x moins 1 sur 2, et là 2 moins 1 sur 2, ça fait 1 demi. Vous avez donc P de Z plus grand que 1 demi. La table vous donne les probabilités d'inférieur. Donc vous transformez ça en événement contraire. P de Z plus grand que 1 demi, c'est 1 moins P de Z plus petit que 1 demi. Et P de Z plus petit que 1 demi, on le trouve dans la table. 1 moins P de Z plus petit que 1 demi, je vous laisse vérifier dans votre table, ça donne 30,85%. Une remarque, le signe inférieur ou égal ou le signe strictement inférieur, et pareil pour supérieur ou égal, strictement supérieur, pour une loi normale, ça donne la même probabilité, parce que pour une loi continue, on a dit ça dans le cours précédent, les probabilités d'obtenir exactement une valeur donnée sont nulles. Donc que vous mettiez des supérieurs ou égales ici ou là, ou des inférieurs ou égales, c'est pareil. Troisième exemple, la probabilité que x soit compris entre moins 2,5 et plus 3. On commence toujours par se ramener à z. Tous les côtés de l'inégalité, dans les trois termes de l'inégalité, vous enlevez l'écart type, vous enlevez l'espérance, vous divisez par l'écart type. 2,5 moins 1 sur 2 et 3 moins 1 sur 2, et au milieu vous avez x moins 1 sur 2. Ça vous fait la probabilité que z soit compris entre moins 1,75 et 1. Ça,
repensez à l'interprétation géométrique. C'est l'aire située sous la courbe en cloche de la fonction densité de la loi normale centrée réduite, entre l'abscisse moins 1,75 et l'abscisse plus 1. Là, vous avez 0. Donc, c'est l'aire située sous une partie de la courbe. Ce que vous donne la table, c'est la probabilité d'aller de moins l'infini jusqu'à une valeur donnée. Donc, je vais dire que l'aire située entre moins 1,75 et 1, c'est la même chose que l'aire située entre moins l'infini et 1, à laquelle j'enlève l'aire située entre moins l'infini et moins 1,75. P de z compris entre moins 1,75 et 1, c'est P de z plus petit que 1, moins P de z plus petit que moins 1,75. Cette valeur-là, on la lit dans la table. Deuxième remarque, indépendante de la première, il y a deux étapes ici, la probabilité que z nous donne une valeur plus petite qu'un nombre négatif donné. Problème, dans la table de la loi normale, on vous donne que les valeurs de petit z entre 0 et 4. Là, j'ai moins 1,75. Ça, c'est à comprendre comme l'aire située sous la courbe en cloche entre moins l'infini et moins 1,75. Comme la courbe en cloche est symétrique, entre moins l'infini et moins 1,75, ou entre plus 1,75 et plus l'infini, c'est pareil. Et entre plus 1,75 et plus l'infini, c'est 1 moins la probabilité d'être entre moins l'infini et plus 1,75. Autrement dit, vous pouvez transformer P de z plus petit que moins 1,75 en 1 moins P de z plus petit que plus 1,75. Ça se calcule dans la table, ça se lit pardon, dans la table. On trouve la valeur 95,99. Et donc, si vous finissez votre opération, vous trouvez une probabilité de 80,12. Ce genre de choses, ce genre de calcul, donc vous en avez un à faire dans le TD pour, les QCM pour la semaine prochaine. Dernière chose, je cherche la probabilité, enfin plutôt, je veux que le résultat de la probabilité soit 50%. Je cherche le nombre tel que la probabilité que x soit plus petit que ce nombre vaille 50%. Le nombre qui coupe en deux les valeurs. La moitié des valeurs données par la loi sont en dessous de ce nombre, la moitié des valeurs en dessous. C'est ce qu'on appelle la médiane. Comment je fais? Comme au-dessus, j'enlève l'espérance, je divise par l'écart type. P de x moins 1 sur 2 plus petit que alpha moins 1 sur 2. Je veux que ça vaille 50%. Je vais chercher dans la table quel est le nombre z, tel que la probabilité que x soit plus petit que z fasse 50%. Ce nombre-là, je le trouve dans la table et je constate que c'est 0. Je remonte la table, tout simplement. Quelle est la valeur pour laquelle la probabilité à l'intérieur de la table donne 0,5? C'est justement petit z égale 0,00. Donc, si cette probabilité vaut 50%, c'est que ce nombre vaut 0. Autrement dit, alpha moins 1 sur 2 vaut 0. Alpha moins 1, c'est 2 fois 0. Et alpha égale 1. Ce résultat est très général. Dans le cas d'une loi normale, la médiane et la moyenne, c'est la même chose. Ce n'est pas toujours vrai, en particulier, ce n'est pas vrai pour la loi de Poisson, mais c'est vrai pour la loi normale. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle les intervalles de confiance. On a vu précédemment, même si je n'avais pas insisté dessus, l'inégalité de Tchebychev, qui donne la probabilité qu'une variable aléatoire donne un résultat compris entre son espérance, plus ou moins t fois son écart type. Je refais le calcul. Je veux la probabilité qu'une loi normale de paramètres mu et sigma carré, donc d'espérance mu et d'écart type sigma et de variance sigma carré, je veux la probabilité que cette variable aléatoire ait un résultat compris entre l'espérance moins t fois l'écart type et l'espérance plus t fois l'écart type. Ça peut s'écrire comme ça avec une notation plus légère. On remplace espérance de x par mu et sigma de x par sigma. Je fais comme j'ai fait précédemment. J'enlève l'espérance, je divise par l'écart type. Ça me donne une loi normale centrée réduite. Et de côté, j'ai moins t plus t. La probabilité d'avoir une valeur de z comprise entre moins t et plus t, c'est la probabilité d'avoir une valeur de z plus petit que t, moins celle d'avoir une valeur de z plus petit que moins t. On a déjà fait le même raisonnement tout à l'heure avec t qui valait moins 1,75. Là, je refais un raisonnement qui est expliqué dans le transparent précédent. Et si je simplifie à la fin le résultat, j'obtiens 2p de z plus petit que t moins 1. C'est intéressant de montrer ce que va donner cette valeur quand t vaut 1, 2 ou 3. Quelle est la probabilité que
le résultat d'une variable aléatoire soit comprise entre normale, paramètre mu et sigma carré, soit comprise entre l'espérance moins une fois l'écart type et l'espérance